Une histoire originale, créée exclusivement pour les murmures d'époque. Il y a des lettres qui arrivent trop tard et d'autres qui arrivent exactement au moment où elles peuvent détruire tout ce qu'on croyait savoir. Éléonore de Sénanque tient entre ses mains un papier jauni, écrit il y a 20 ans par l'homme qu'elle méprise depuis aussi longtemps. La troisième ligne suffit pour que ses genoux cèdent. Ce qu'il confesse n'est pas ce qu'elle attendait, c'est pire, plus complexe, plus vrai. Il n'a pas détruit son père par cruauté, il l'a fait par amour. Et cette distinction, loin de tout simplifier, rend chaque certitude qu'elle portait aussi fragile qu'une feuille de verre sous la pluie. Le salon du marquis de Tourville brûle de lumière. Sans bougies de cire d'abeille, alignées sur les consoles d'acajou, jettent leur éclat doré sur les murs tendus de soie bleue. Les invités circulent avec cette grâce mesurée propre aux réceptions d'hiver, gestes retenus, voix basse, sourires qui ne disent rien. Dehors, la neige commence à tomber. À l'intérieur, tout respire l'ordre et la maîtrise. Éléonore de Sénanque entre par la porte sud. Elle porte une robe de velours grenat, sobre et parfaite. Ses cheveux sont relevés, selon une mode qui lui appartient, ni trop sévère, ni trop jeune. Elle a 41 ans. Elle le porte avec la dignité de qui n'a jamais eu besoin de mentir sur son âge. Comtesse veuve depuis 4 ans, elle administre seule un domaine que beaucoup d'hommes auraient perdu en 2 saisons. On la salue avec respect. Elle répond avec précision. Chaque mot est pesé. Chaque geste est calculé. Elle traverse le salon d'un pas qui ne varie jamais, ni trop rapide, ni trop lent. Elle sait exactement où elle va, elle sait aussi qui se tient à l'autre extrémité de la pièce, près de la cheminée de marbre blanc où le feu crépite haut et clair. Raphaël de Fervaques, duc, 45 ans, se tient debout, un verre à la main qu'il ne boit pas. Il ne parle à personne. Il observe la salle avec cette expression que certains prennent pour de l'arrogance et que d'autres, plus prudents, reconnaissent comme de la distance. Il porte le deuil non de quelqu'un en particulier, mais d'une manière générale, comme s'il avait décidé que le noir lui convenait mieux que toute autre couleur. Ses cheveux grisonnent aux tempes. Ses mains sont fines, immobiles. Il n'a jamais pris épouse. On dit qu'il n'a jamais aimé. On dit aussi qu'il est redoutable en affaires, qu'il ne pardonne rien, qu'il a laissé tomber des hommes qui croyaient pouvoir compter sur lui. Éléonore approche. Elle ne ralentit pas. Elle ne détourne pas les yeux. Elle passe devant lui comme elle le fait à chaque réception depuis 20 ans, avec le mépris rituel de qui a transformé la haine en liturgie. Leurs regards se croisent une fraction de seconde. « Madame, dit-il. »« Monsieur, répond-elle, une syllabe. La même depuis toujours, rien de plus. » Elle continue son chemin. Il ne se retourne pas. Derrière eux, le feu monte plus haut dans l'âtre. Personne n'a remarqué l'échange, ou plutôt, tout le monde a fait semblant de ne pas le remarquer. C'est ainsi depuis des années. Ils se croisent. Ils se saluent, ils ne se parlent jamais. Éléonore rejoint un groupe de femmes près du pianoforte. Elle sourit. Elle répond à une question sur la gestion de ses terres. Elle dit quelque chose d'intelligent et de mesuré. Mais ses mains posées sur l'éventail qu'elle ne déploie pas tremblent légèrement. Personne ne le voit. Elle-même ne le remarque qu'en rentrant chez elle plus tard, lorsque l'éventail tombe sur le sol de son carrosse et qu'elle réalise qu'elle l'a tenu serré pendant toute la soirée sans s'en rendre compte. 4 jours plus tard, un messager arrive au domaine de Sénanque. Il ne porte pas la livrée d'un notaire. Il n'a pas de sceau officiel. Il tend simplement une enveloppe à la gouvernante et repart sans attendre de réponse. L'enveloppe est en papier épais, jauni par le temps, comme si elle avait été conservée longtemps dans un tiroir fermé. L'écriture sur le devant est fine, élégante, légèrement tremblante. Éléonore la prend debout, dans le vestibule. Elle ne reconnaît pas immédiatement l'écriture, ou plutôt, elle la reconnaît sans vouloir l'admettre. C'est la même que celle qui signait les documents qu'on lui a montrés il y a 20 ans, les documents qui portaient la condamnation financière de son père. La même que celle qui apparaissait sur les contrats de créance, sur les lettres de refus, sur toutes les pièces qui ont détruit un homme et laissé une jeune fille de 21 ans orpheline, ruinée, et seule. Elle brise le cachet. Il n'y a pas de cire fraîche, juste un vieux seau déjà fissuré. Elle déplie la lettre. Le papier craque sous ses doigts. La première ligne dit « Madame, ce que j'ai fait cette nuit, je l'ai fait pour vous. » Mais je ne sais pas si c'est vrai. Éléonore s'arrête. Elle relit. Elle comprend soudain que cette lettre n'a pas été écrite il y a 4 jours. Elle a été écrite il y a 20 ans. La date en haut à droite confirme janvier 1806, l'année où son père est mort, l'année où tout s'est effondré. Elle continue à lire debout, immobile. Les lignes se succèdent avec une précision terrible. Votre père était ruiné. Vous ne le saviez pas encore, mais je le savais. Ses investissements avaient échoué. Ses créanciers exigeaient un remboursement immédiat. Il n'avait rien.
Et vous étiez lié à ces dettes par votre dot, une dot qui était déjà promise en garantie à un homme que je ne nommerai pas, un homme qui aurait exigé votre mariage en compensation. Éléonore sent ses mains devenir froides. On m'a demandé de choisir. Sauver votre père, prolonger ses dettes, restructurer ses créances, lui donner du temps, ou vous sauvez-vous. Je ne pouvais pas faire les deux. Si je sauvais votre père, vous seriez marié à cet homme avant l'été. Si je vous sauvais vous, votre père tomberait. Elle ferme les yeux. Elle respire lentement, elle ne veut pas continuer. Mais elle continue. J'ai choisi de vous sauver. J'ai laissé tomber votre père. Il est mort 6 mois plus tard. Vous m'avez haï depuis. Et je n'ai jamais dit un mot pour me défendre parce que vous défendre aurait signifié vous dire la vérité. Et la vérité vous aurait obligé à choisir entre la gratitude et la haine. Je n'ai pas voulu vous imposer ce choix. La dernière ligne, écrite d'une encre différente, plus récente, dit simplement « J'aurais dû vous donner ceci la nuit où je l'ai écrit. Ne pas l'avoir fait est aussi ma faute. » Éléonore plie la lettre. Elle la tient contre sa poitrine. Elle ne pleure pas. Elle ne crie pas. Elle reste debout dans le vestibule silencieux, tandis que la lumière de l'après-midi décline derrière les fenêtres hautes. Dehors, le vent fait gémir les arbres. À l'intérieur, tout est parfaitement immobile. Elle monte à son étude. Elle ferme la porte. Elle s'assoit à son bureau, devant la fenêtre qui donne sur les jardins d'hiver. Elle déplie la lettre à nouveau. Elle la relit. Puis elle la relit encore. Ce qu'elle croyait savoir, l'histoire qu'on lui a racontée, l'histoire qu'elle a portée pendant 20 ans comme une vérité inébranlable, commence à se fissurer. Pas à s'effondrer. Pas encore. Mais à se fissurer lentement comme une vitre sous la pression du gel. Elle pense à son père. Elle pense à l'homme qu'elle a méprisé pendant 2 décennies. Elle pense à elle-même, à la jeune fille qu'elle était, à la femme qu'elle est devenue. Et elle réalise avec une clarté qui lui coupe le souffle qu'elle ne sait plus qui elle est si cette histoire n'est pas celle qu'elle croyait. Éléonore ne dort pas cette nuit-là. Elle reste assise dans son étude, la lettre posée devant elle, les mains croisées sur le bureau. Elle regarde par la fenêtre. La neige tombe doucement, recouvrant les jardins d'un silence blanc. Elle ne bouge pas. Elle ne pleure pas. Elle réfléchit. Au matin, elle convoque sa tante Madeleine. Madeleine de Sénanque est la sœur cadette du père d'Éléonore. C'est elle qui a élevé la jeune fille après la mort des 2 parents. C'est elle qui a géré les restes du domaine, qui a négocié le mariage d'Éléonore avec le comte, qui a veillé à ce que la jeune veuve ne perde pas tout après la mort de son époux. Elle a 63 ans. Elle est droite, précise, et elle ne ment jamais, sauf par omission. Elle entre dans l'étude sans frapper. Elle s'assoit en face d'Éléonore. Elle voit la lettre sur le bureau. Elle ne dit rien. Vous saviez, dit Éléonore. Ce n'est pas une question. Madeleine ne détourne pas les yeux. Oui, depuis le début. Oui, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Madeleine croise les mains sur ses genoux. Elle parle lentement avec la voix de quelqu'un qui a eu 20 ans pour préparer cette conversation. Parce que vous aviez 21 ans. Parce que vous veniez de perdre votre père. Parce que vous étiez seul, terrifié, et que vous aviez besoin d'une raison de tenir debout. Et la raison que vous m'avez donnée était le duc. Oui, vous m'avez laissé le haïr. Oui, Éléonore se lève, elle marche jusqu'à la fenêtre. Elle regarde les jardins couverts de neige. Elle parle sans se retourner. Vous m'avez menti pendant 20 ans. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai protégé. Ce n'est pas la même chose. Non, dit Madeleine, ce n'est pas la même chose. Mais c'était ce dont vous aviez besoin. La colère vous a tenu debout. La vérité vous aurait brisé. Éléonore se retourne. Elle fixe sa tante avec une intensité qui ferait reculer n'importe qui d'autre. Vous avez décidé ce dont j'avais besoin sans me demander. Oui, comme lui. Madeleine ne répond pas. Éléonore s'approche du bureau. Elle prend la lettre, elle l'attend à sa tante. Lisez. Madeleine ne prend pas la lettre. Je sais ce qu'elle dit. Alors vous savez qu'il a payé les créanciers de mon père après sa mort? Oui. Vous savez qu'il a financé ma dot? Oui. Vous savez que tout ce que je croyais avoir gagné seul, ma maison, mon indépendance, ma dignité, était en réalité un cadeau qu'il m'a fait sans jamais me le dire. Madeleine S. lève. Elle regarde Éléonore avec une tendresse qui ne demande pas pardon. Oui. Et vous savez pourquoi il ne vous l'a jamais dit? Parce qu'il savait que vous auriez préféré mourir que de lui devoir quoi que ce soit. Il vous a aimé assez pour vous laisser le haïr. Éléonore ferme les yeux. Elle respire profondément. Quand elle rouvre les yeux, ils sont secs. Faites venir le duc. Raphaël de Fervaques arrive au domaine de Sénanque 2 jours plus tard. Il ne vient pas en carrosse ducale. Il vient seul à cheval, sans escorte. Il descend dans la cour. La gouvernante le conduit à l'étude d'Éléonore sans un mot. Quand il entre, elle est debout devant la fenêtre. Elle ne se retourne pas immédiatement. Il reste sur le seuil, attendant.
Il ne s'assoit pas. Il ne parle pas. Enfin, elle se retourne. Elle le regarde. Il soutient son regard sans fléchir. « Vous avez envoyé la lettre, dit-elle. « Oui. Pourquoi maintenant ?» Il hésite, puis il dit simplement « Parce que je n'ai plus de temps pour attendre. » Elle fronce les sourcils. Il comprend qu'elle ne sait pas. Il ajoute sans détour « Je suis malade, pas mourant, pas encore, mais assez pour savoir que le temps n'est plus une excuse. » Éléonore ne répond pas. Elle marche jusqu'au bureau. Elle prend les documents qu'elle a préparés, les registres comptables, les relevés de paiement, les traces de toutes les transactions anonymes qu'elle a retrouvées dans les archives familiales. Elle les étale sur la table. « Vous avez payé les créanciers de mon père. Oui. Après l'avoir laissé tomber. Oui. Vous avez financé ma dot. Oui. Vous avez acheté la maison de ma tante pour qu'elle puisse m'élever. Oui. Vous avez payé mon éducation. Oui. Chaque liberté que je croyais m'être gagnée était un cadeau que je n'ai jamais demandé. » Il ne détourne pas le regard. Il dit avec une simplicité qui la désarme, « Vous n'aviez pas à le demander. » Éléonore frappait la table. Pas avec fureur, avec le poids de quelque chose qui se brise. C'est exactement le problème. Vous avez décidé ce dont j'avais besoin sans jamais me regarder assez pour savoir ce que je voulais. Il ne répond pas. Il attend. Elle continue, la voix plus basse, plus dure. « Vous avez détruit mon père pour me sauver d'un mariage que je n'ai jamais eu la chance de refuser. Vous avez payé mes dettes pour que je ne sois pas obligé de vous remercier. Vous avez gardé le silence pendant 20 ans pour que je ne sois pas obligé de choisir entre la gratitude et la haine. Tout cela, vous l'avez fait pour moi. Mais rien de tout cela n'était pour moi. C'était pour vous, pour votre conscience, pour votre orgueil. » Il baisse la tête. Il dit d'une voix si basse qu'elle doit tendre l'oreille. « Vous avez raison. » Éléonore recule. Elle s'appuie contre le bureau. Elle le regarde avec une expression qu'il ne peut pas déchiffrer. « Sortez. » Il relève la tête. Il la regarde. « Il ne bouge pas. Sortez, répète-t-elle, et ne revenez que lorsque vous serez capable de me voir, pas de me sauver. » I'll incline la tête. Il sort sans un mot. La porte se referme doucement derrière lui. Éléonore reste debout, seules les mains posées sur le bureau. Elle regarde les documents étalés devant elle. Elle les rassemble lentement. Elle les range dans un tiroir qu'elle ferme à clé. Puis elle s'assoit. Elle pose la tête dans ses mains. Et pour la première fois depuis 4 jours, elle pleure. Les semaines qui suivent sont étrangement calmes. Éléonore reprend sa routine. Elle administre le domaine. Elle répond à la correspondance. Elle reçoit les métayers. Elle inspecte les récoltes d'hiver. Elle sourit quand il faut sourire. Elle parle quand il faut parler. Personne ne remarque rien. Mais elle ne dort plus. Elle passe ses nuits dans son étude à relire les documents qu'elle a rassemblés. Elle reconstruit la chronologie. Elle note chaque paiement, chaque transaction, chaque intervention anonyme. Elle découvre des détails qu'elle n'avait pas vus la première fois. Les dettes de son père étaient 3 fois plus importantes que ce qu'on lui avait dit. Les créanciers étaient plus nombreux, plus dangereux. L'un d'eux, celui que la lettre ne nommait pas, était un homme connu pour sa brutalité envers les femmes qu'il épousait. Elle trouve son nom dans les archives. Elle trouve aussi la trace d'un contrat de mariage préliminaire daté de quelques jours avant la chute de son père. Son propre nom y figure. Elle n'en avait jamais entendu parler. Elle comprend alors ce que Raphaël a fait. Il ne l'a pas sauvée d'une abstraction. Il l'a sauvée d'un homme réel, d'un contrat réel, d'un mariage qui aurait été signé avant qu'elle ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et pour cela, il a détruit son père. Elle ne sait pas si elle peut lui pardonner. Elle ne sait même pas si le pardon est la question. Un soir, elle assiste à une réception chez la marquise de Valory. C'est une soirée plus petite, plus intime. Elle y va parce qu'elle ne peut pas refuser sans susciter des questions. Elle porte une robe de soie noire, simple et parfaite. Elle entre dans le salon. Elle salue les invités. Elle s'assoit près de la cheminée. Raphaël est là. Il se tient près de la fenêtre, seul comme toujours. Il ne la regarde pas. Il ne s'approche pas. Mais quand un invité, un jeune baron qu'Éléonore ne connaît pas, fait une remarque désobligeante sur les nobles ruinés qui ne savent pas gérer leur fortune, Raphaël intervient. Il ne défend pas le père d'Éléonore. Il ne mentionne même pas son nom. Il raconte simplement une anecdote sur un autre noble, un homme qui a perdu sa fortune à cause d'une crise bancaire et qui a su rebâtir sa vie avec dignité. L'histoire est drôle, légère, et détourne complètement la conversation. Le baron rit. Les autres invités rient. Le sujet change. Éléonore observe la scène depuis l'autre bout de la pièce. Elle comprend soudain que ce n'est pas la première fois qu'il fait cela. Combien de fois pendant 20 ans a-t-il détourné une conversation cruelle? Combien de fois a-t-il protégé la mémoire de son père sans qu'elle le sache? Elle ne lui parle pas ce soir-là. Mais quand elle rentre chez elle, elle ne range pas la lettre dans le tiroir. Elle la laisse sur le bureau,
ouverte, à la lumière de la bougie. Adrien de Sénanque a 17 ans. Il est grand mince, avec les yeux sombres de son père et la mâchoire volontaire de sa mère. Il étudie le droit à Paris, mais il revient au domaine pour les vacances d'hiver. Il aime sa mère, I'll la respect. Il la craint un peu aussi, non parce qu'elle est sévère, mais parce qu'elle est juste et que la justice est parfois plus difficile à supporter que la sévérité. Un soir, alors qu'Éléonore dîne seule dans la salle à manger, Adrien entre sans frapper. Il s'assoit en face d'elle. Il la regarde avec une intensité qui la surprend. « On parle de vous, dit-il. » Éléonore pose sa fourchette. « On parle toujours. On dit que vous recevez le duc de Fervaques. Je l'ai reçu une fois, pour une affaire privée. » « Quelle affaire ?» Éléonore le regarde. Elle hésite, puis elle dit simplement « Une affaire qui concerne ton grand-père. » Adrien se lève brusquement. « Le duc a détruit grand-père. Vous me l'avez dit vous-même. »« Oui, alors pourquoi le recevez-vous » Éléonore ne répond pas immédiatement. Elle regarde son fils, cet homme-enfant qui porte encore la certitude de ceux qui n'ont jamais eu à choisir entre deux vérités contradictoires. Elle voudrait lui dire que le monde est plus complexe qu'il ne le croit. Mais elle sait qu'il ne l'écoutera pas. « Parce que j'ai découvert des choses que je ne savais pas, dit-elle enfin. « Quelles choses ? Des choses qui changent ce que je croyais savoir. Rien ne peut changer ce qu'il a fait. » Non, dit Éléonore, rien ne peut changer ce qu'il a fait. Mais comprendre pourquoi il l'a fait change ce que je peux faire maintenant. Adrien secoue la tête. Vous trahissez la mémoire de grand-père. Non, je cherche la vérité. La vérité, c'est qu'il l'a détruit. Oui. Alors pourquoi le défendez-vous? Je ne le défends pas. Je le comprends, ce n'est pas la même chose. Adrien recule. Il la regarde avec une expression qu'elle n'a jamais vue chez lui, quelque chose entre la colère et la déception. Si vous continuez à le voir, je ne reviendrai pas ici. Éléonore se lève. Elle contourne la table. Elle s'approche de son fils. Elle pose la main sur son épaule. Il se raidit, mais il ne recule pas. Adrien, dit-elle doucement, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de défendre ton grand-père. Mais tu n'as pas le droit de me dire ce que je peux ou ne peux pas faire. Il la regarde. Il ne répond pas. Il sort de la pièce sans un mot. La porte claque derrière lui. Éléonore reste debout, seule dans la salle à manger silencieuse. Elle regarde la table dressée, les assiettes à moitié vides, les verres intacts. Elle s'assoit lentement. Elle pose la tête dans ses mains. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle descend au jardin d'hiver, une serre attenante au domaine fermé pour l'hiver, où les plantes survivent sous des toiles épaisses. Elle allume une lanterne. Elle marche entre les rangées de pots couverts. L'air est froid, humide, chargé d'une odeur de terre et de feuilles mortes. Elle s'assoit sur un banc de pierre. Elle regarde par la vitre givrée. Et c'est alors qu'elle le voit. Raphaël se tient de l'autre côté du mur du domaine. Il est à cheval. Il ne descend pas. Il ne s'approche pas. Il reste simplement là, immobile dans l'obscurité. Éléonore se lève. Elle marche jusqu'à la verge en fer forgé qui sépare le jardin du chemin. Elle ne l'ouvre pas. Elle reste à l'intérieur. Il reste à l'extérieur. Ils se regardent à travers les barreaux. Aucun des deux ne parle. Aucun des deux ne bouge. Ils restent ainsi pendant un temps qu'aucun ne compte. Elle dedans, lui dehors, tous deux debout dans le froid. Puis Raphaël tire doucement sur les rênes. Il fait demi-tour. Il part sans un mot. Éléonore reste à la verge, les mains serrées sur le fer glacé. Elle regarde la silhouette disparaître dans la nuit. Elle ne pleure pas. Elle ne tremble pas. Mais quand elle rentre à l'intérieur, ses mains sont si froides qu'elle ne peut plus les sentir. Le lendemain, Madeleine vient voir Éléonore. Elle entre dans l'étude sans frapper, comme toujours. Elle s'assoit. Elle regarde sa nièce avec une attention qui ne demande rien. « Il est venu hier soir, dit Éléonore. Je sais. Vous l'avez vu? Non, mais je sais qu'il vient. Il vient depuis 3 semaines. Il ne frappe jamais. Il ne demande jamais à entrer. Il reste simplement là de l'autre côté du mur jusqu'à ce qu'il soit sûr que tout va bien. Puis il repart. Éléonore ferme les yeux. Elle inspire lentement. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que ce n'était pas à moi de vous le dire. » Madeleine s'y lève. Elle marche jusqu'à la fenêtre. Elle regarde les jardins couverts de neige. Elle parle sans se retourner. « Il m'a parlé il y a 2 jours. Il m'a dit qu'il était malade. Pas gravement, mais assez pour savoir que le temps lui échappe. Il m'a dit qu'il avait écrit cette lettre il y a 20 ans et qu'il ne l'avait jamais envoyée parce qu'il avait peur. Pas de votre colère, de votre pardon, parce que le pardon l'aurait obligé à admettre qu'il avait fait le mauvais choix, pas en détruisant votre père, mais en vous cachant la vérité. » Éléonore ouvre les yeux. Elle regarde sa tante. « Qu'est-ce qu'il vous a demandé? » « Rien. Il m'a simplement dit qu'il comprendrait si vous ne vouliez plus jamais le voir. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit? » Madeleine s'y retourne. Elle sourit un sourire triste, tendre et infiniment lucide.
Je lui ai dit que vous étiez la femme la plus têtue que je connaisse, que vous ne feriez jamais ce qu'on attendait de vous, et que si vous décidiez de le voir, ce ne serait ni par pitié ni par pardon, mais parce que vous auriez choisi pour la première fois de votre vie avec la vérité entière. Éléonore ne répond pas à Madeleine. Elle ne répond à personne. Elle passe les jours suivants dans une solitude délibérée. Elle ne sort pas. Elle ne reçoit personne. Elle reste dans son étude, à lire, à réfléchir, à regarder par la fenêtre les jardins blancs et silencieux. Adrien est reparti pour Paris sans lui dire au revoir. Elle a reçu une lettre de lui 2 jours plus tard, une lettre courte froide, où il lui dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle fait, qu'il a honte de l'avoir fréquenté l'homme qui a détruit leur famille, et qu'il ne reviendra pas tant qu'elle n'aura pas rompu tout contact avec le duc. Éléonore lit la lettre debout, dans le vestibule. Elle la plie. Elle la range dans un tiroir. Elle ne répond pas. Pas encore. Un soir, alors que la neige recommence à tomber, elle prend une décision. Elle appelle la gouvernante. Elle demande qu'on prépare le carrosse. Elle met son manteau de laine noire, ses gants, son chapeau. Elle sort dans la nuit froide. Elle se fait conduire au domaine ducal. La chapelle du domaine de Fervaques est petite, sobre et rarement utilisée. Elle n'a ni vitraux ni dorures. Juste des murs de pierre blanche, un autel de bois sombre et quelques bancs alignés devant une croix de fer. Une seule bougie brûle sur l'autel. La lumière est faible, tremblante et projette des ombres longues sur les murs. Raphaël est assis sur un banc au milieu de la chapelle. Il ne prie pas, il ne lit pas. Il est simplement assis, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé sur la croix. Il ne se retourne pas quand la porte s'ouvre. Il sait qui vient. Éléonore entre. Elle referme la porte doucement derrière elle. Elle marche jusqu'à lui. Elle s'arrête à quelques pas. Elle tient la lettre dans sa main. Il lève les yeux. Il la regarde. Il ne dit rien. « Vous avez décidé que j'étais trop fragile pour savoir, dit-elle. Oui. Vous avez décidé que mon père devait tomber pour que je sois sauvée. Oui. Et vous avez décidé pendant 20 ans que le silence valait mieux que mon droit à choisir. » Il ne répond pas. Il attend. Ce n'était pas de l'amour, Raphaël. C'était de l'orgueil. Il baisse la tête. Il dit d'une voix si basse qu'elle doit s'approcher pour l'entendre. « Je le sais. Je l'ai su la nuit où j'ai écrit cette lettre, et chaque nuit depuis. » Éléonore pose la lettre sur le banc à côté de lui, pas comme un reproche, comme une restitution. La vérité, enfin, est entre eux. Vous ne m'avez jamais demandé si j'aurais préféré savoir. Non. Alors je vous le dis maintenant, j'aurais préféré savoir. J'aurais préféré choisir, même si cela m'aurait détruite. Il lève les yeux. Il la regarde avec une intensité qui la transperce. Et maintenant, je sais. Et malgré cela, malgré tout, je suis ici. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du pardon. C'est ma décision. La première que je prends avec la vérité entière. Il ferme les yeux. Il respire profondément. Quand il rouvre les yeux, il brille dans la lumière de la bougie. Éléonore s'approche. Elle se penche lentement, pas vers son visage, mais vers sa main qui repose sur le banc à côté de la lettre. Elle la prend, elle la soulève. Elle pose ses lèvres sur l'intérieur de son poignet, là où le pouls bat visible sous la peau. Il tremble, pas de froid, pas de peur, de quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis 20 ans. Elle relève la tête, elle le regarde. Elle dit d'une voix ferme et douce à la fois, « Ce que nous construirons ne sera pas facile, ce ne sera pas innocent. Nous savons tous les deux ce que vous avez fait. Nous savons tous les deux ce que j'ai perdu. Mais si nous restons, ce sera parce que nous aurons choisi, avec les yeux ouverts, avec la vérité, entre nous. » Il hoche la tête. Il ne peut pas parler. Elle se redresse. Elle recule d'un pas. Elle le regarde une dernière fois. Puis elle se retourne et sort de la chapelle. Il reste assis seul dans la lumière tremblante de la bougie. Il regarde la lettre posée sur le banc. Il la prend, il la plie, il la glisse dans sa poche, et pour la première fois depuis 20 ans, il sourit. Finn de Liver. Le salon du marquis de Tourville brûle à nouveau de lumière. Les mêmes bougies, les mêmes murs de soie bleue, les mêmes invités circulant avec la même grâce mesurée. Dehors, la neige a fondu. Les premiers bourgeons apparaissent sur les arbres. À l'intérieur, rien n'a changé, ou plutôt tout a changé, mais personne ne le voit encore. Éléonore entre par la porte sud. Elle porte une robe de velours bleu nuit, sobre et parfaite. Ses cheveux sont relevés de la même manière. Elle a le même pas mesuré, la même dignité tranquille. Elle traverse le salon comme elle l'a toujours fait. Raphaël se tient près de la fenêtre. Il porte le même noir. Il a le même regard distant. Il ne s'approche pas. Mais cette fois, Éléonore s'arrête. Elle se tient à quelques pas de lui. Elle le regarde, pas avec haine, pas avec gratitude,
avec la calme lucidité de quelqu'un qui a choisi. Elle dit son nom Raphaël, juste cela, rien de plus. Il lève les yeux, il la regarde, et il comprend à la manière dont elle le dit sans sourire, sans précipitation, avec la simplicité de qui sait exactement ce qu'elle fait, que cette fois, elle ne passe pas. Il reste ainsi debout près de la fenêtre, séparé par la distance d'une conversation en voix basse. Ils ne se touchent pas, mais la lumière qui entre par la vitre haute dessine une seule ombre sur le sol. Quand elle se retourne vers la salle, sa main effleure la sienne en passant. Cette fois, elle ne s'écarte pas. Ce qu'ils construiront n'effacera pas 20 ans. Ce ne sera pas innocent, ce ne sera pas facile, mais ce sera marqué par la lucidité de ceux qui savent exactement ce que l'autre est capable de faire et qui choisissent de rester.